Et bonjour à tous. Merci à tout le monde d'être présent en si grand nombre. Ça met un peu la pression, je pense, mais ça fait très très plaisir de vous voir ici. Du coup, pour vous présenter le thème d'aujourd'hui, l'optimisation du raisonnement clinique dans la prise en charge des cervicalgies, on a le plaisir et l'honneur d'accueillir Pierre Pérez et David Colmont, qui nous viennent tous deux de Belgique, de l'Université de Liège. Ils sont enseignants et chercheurs à l'université en formation initiale et continue. Ils réalisent tous deux une thèse de doctorat. David sur les dysfonctions musculaires dans un contexte de cervicalgie et Pierre sur l'évaluation des douleurs radiculaires. Messieurs. Merci beaucoup Adrien. Bonjour à tous. Effectivement, aujourd'hui on va vous parler de l'optimisation du raisonnement clinique dans la prise en charge des cervicalgies, notamment de la sélection et la pratique des tests cliniques pertinents. Alors aujourd'hui on va mettre un focus très spécifique. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est de faire la triple concordance, c'est-à-dire la concordance entre les éléments anamnestiques que vous allez pouvoir recueillir, de là, quel test spécifique de votre examen clinique vous voulez faire qui correspondent à ces éléments anamnestiques et qui permettent après de définir des exercices spécifiques ou des techniques de traitement spécifiques aux tests que vous avez pu identifier. Donc c'est vraiment ça qu'on va essayer de souligner aujourd'hui. On s'est basé sur cette présentation sur un article. Ah, si ça fonctionne. Non, ça ne va pas fonctionner. Oui, ça va aller comme ça. Donc on s'est basé sur un article que l'on a eu le plaisir d'écrire et de rédiger avec Stéphanie Grodin, Marc Van Wettelen et Christophe Demoulin, qui est un article EMC qui reprend le bilan du rachis cervical. Et tout au long de notre présentation, on va se référer à ce petit diagramme que vous avez sur la gauche et qui nous servira de fil conducteur à notre raisonnement. On va aussi avoir besoin de vous, parce qu'aujourd'hui, en fait, on veut que vous soyez actifs dans notre raisonnement et que vous nous suivez dans notre raisonnement. On va, tout au long de notre présentation, vous poser des questions. Donc, j'aimerais que vous puissiez accéder au Slido, me dire si ça fonctionne aussi, si vous avez réussi à vous connecter, parce qu'on a besoin que vous interagissiez et que vous réfléchissiez avec nous dans cette présentation. Est-ce que tout le monde a eu l'occasion? Je vous laisse encore peut-être une vingtaine de secondes pour faire ça. Je vois encore quelques petits téléphones levés, donc je vais attendre un petit peu. Allez, on est parti alors. Alors, on va, tout au long de cette présentation, se baser sur un cas. On a un cas clinique ici qu'on a travaillé avec David Colmont et on va le suivre et on va se baser sur cette vignette clinique pour pouvoir raisonner tout au long de notre présentation. Donc, je vous présente Pierre, c'est un kinésithérapeute. Il n'a pas de problème de santé particulier, pas de problème cardiovasculaire, pas de diabète. Il boit un petit coup à l'occasion, mais pas trop, ça va. Il n'a pas de problème de cholestérol ou d'autres éléments comme ça. Il vient chez vous parce qu'il se présente avec des douleurs radiculaires bilatérales cervicales. Et cette douleur bilatérale va parfois irradier vers l'épaule droite. Et il vous rapporte lors de l'anamnèse qu'il a des petits picotements aussi dans cette région. Ces plaintes sont arrivées il y a quelques semaines, après une longue sortie à vélo. Il a des plaintes depuis quelques années, mais cette fois-ci c'est un peu différent. C'est-à-dire qu'il a eu des douleurs récurrentes, mais cette fois-ci, d'habitude ces douleurs ont tendance à s'améliorer naturellement, mais cette fois-ci ces douleurs ont tendance à s'aggraver, et c'est pas la même chose que les dernières fois. Quand il vous explique un peu ce qui augmente ou ce qui diminue la douleur, c'est un patient qui est soulagé plutôt par des positions où il va se soutenir, où il va avoir un soutien de la tête, que ce soit par ses mains ou quand il appuie sa tête contre la chaise de son bureau. Il vous dit aussi que quand il prend une douche bien chaude, ça a tendance à diminuer ses symptômes. Les choses qui ont plutôt tendance à aggraver ces douleurs, c'est le vélo. Il fait souvent du vélo, il se déplace pour aller bosser en vélo. Et surtout quand il se prend des nids de poules sur la route, des trous comme ça, il est un peu surpris, ça a tendance à augmenter ses douleurs. Et ces symptômes, ce dernier épisode, a commencé notamment après une sortie longue à vélo de quelques kilomètres. Donc, dans notre raisonnement ici aujourd'hui, je vais poser un petit cadre de ce qu'on va faire et de ce qu'on ne va pas faire. Notre objectif aujourd'hui, ce n'est pas de couvrir l'ensemble des drapeaux rouges que l'on peut voir au niveau cervical. Donc, on ne va pas s'intéresser spécifiquement à ça, ni aux pathologies spécifiques cervicales. Mais le seul élément du drapeau rouge qu'on couvrira sera la partie neurologique des présentations cervicales. Le deuxième élément, c'est que les drapeaux jaunes sont un élément très important dans la prise en charge et dans l'évaluation de nos patients, mais aujourd'hui, à nouveau, c'est une limite de notre présentation, on ne couvrira pas ces drapeaux jaunes. Donc voilà, je préfère être clair sur ce qu'on va faire et ce qu'on ne fera pas. Alors, maintenant, j'ai besoin de vous. Suite à la petite anamnèse que je viens de vous donner, j'aimerais que vous lui donniez, selon vous, quels sont les éléments
indicateurs à l'anamnèse qui suggèrent la nécessité d'évaluer le tissu nerveux en profondeur. Et vous avez la possibilité de faire plusieurs réponses, de donner plusieurs réponses. Ok, on va aller voir un peu vos réponses et ce que vous nous proposez. Alors, on a pas mal de personnes qui nous ont parlé de picotement, d'irradiation, de douleurs irradiantes, de perte de force, de fourmillement, douleur bilatérale, donc des éléments qui pourraient effectivement indiquer une présence d'une atteinte du tissu nerveux. Et donc, pour un peu préciser notre raisonnement et ce qu'on va faire tout au long de cette présentation, c'est qu'on va utiliser une Delphi Study qui s'est intéressée à la problématique cervicale. Donc, pour ceux qui ne sont peut-être pas familiers avec ce que c'est une Delphi Study, c'est une étude où on a demandé à un panel d'experts de se prononcer sur un sujet. Et là, le sujet sur lequel on a demandé aux experts de se prononcer, c'est les éléments anamnestiques et aussi les éléments de l'examen physique qui permettent d'identifier la présence de douleurs cervicales de différentes origines. Et donc, on a demandé aux experts de dire quels sont ces différents facteurs qui permettent de dire que le patient a une présentation de douleurs cervicales associée à du tissu dérangé nerveux ou du tissu qui est plutôt lié à une problématique myofaciale ou alors encore une problématique liée à le système articulaire ou discal et enfin un problème sensorimoteur. Et donc, cette Delphi Study de DeWitt de 2016 va nous guider un peu tout le long de notre raisonnement. Alors ici, nous, dans les plaintes de nos patients, sur la gauche, vous voyez qu'ils présentaient des topographies des plaintes qui sont des douleurs unilatérales, localisées au niveau de l'épaule, et avec des qualités des symptômes qui sont des picotements. Et quand on voit les panels d'experts, on voit qu'ils ont un taux d'accord qui est vraiment haut, pour pouvoir, qui est un taux d'accord vraiment haut, qui illustre que ces éléments anamnestiques sont bien des composantes qui peuvent indiquer la présence d'une dysfonction neurale avec des taux d'accord assez hauts, 80%, 88% et 96%. Donc effectivement, anamnestiquement parlant, en se faisant notre intuition, mais en même temps ce que nous dit la science, on peut suspecter une douleur radiculaire, potentiellement une radiculopathie chez notre patient. Du coup, de façon assez naturelle, on a envie de savoir est-ce que réellement il y a la présence ou pas d'une radiculopathie chez notre patient. Et ça nous amène à nous poser la question, c'est quel test de la fonction neurologique on se propose de faire chez notre patient. Et j'attends donc vos réponses par rapport à ça. Allez, on va aller regarder alors vos réponses et ce que vous nous avez proposé. Vous avez proposé l'UNNT, la force, le Sperling, les ROT, les réflexes ostéotendineux, la sensibilité, le DN4. Alors, si on fait un tout petit tri, il faut bien faire la séparation entre test de la fonction, et l'UNNT ne teste pas la fonction, le Sperling ne teste pas la fonction, par contre la force, les réflexes rotuliens et la sensibilité, ça teste la fonction neurologique à proprement donné. Les autres sont des tests de provocation de symptômes ou de mécanosensibilité. Alors effectivement, si on suit un peu l'article EMC et la trame qu'on vous propose, en cas de suspicion de douleur radiculaire, on propose de faire une évaluation neurologique des réflexes, de la sensibilité et de la force.
Alors, quand on veut tester la sensibilité, on va aller tester différents types de sensibilité. La sensibilité épicritique, la sensibilité vibratoire grâce à un diapason en utilisant les sclérotomes. On va aller tester aussi la sensibilité algique, et si la sensibilité algique est négative, on peut aller tester la sensibilité thermique, c'est-à-dire au chaud, au froid, en utilisant des tests comme le test des pièces, je ne sais pas si vous êtes familier avec ce test-là, ou le test où on peut utiliser un tube à essai rempli d'eau chaude et d'eau froide, et on va demander aux patients, à la température de robinet, demander aux patients s'ils sentent ou pas ce genre de choses. Et si on regarde un peu ici, chez notre patient, ici en question, chez Pierre, pas de déficit de sensibilité qui est rapporté. Si on regarde les réflexes, ils sont importants puisqu'ils viennent nous donner un peu aussi une idée de l'atteinte des fibres A delta. Et on voit que chez notre patient, ils ne sont pas touchés, ils sont vifs et symétriques. On peut aller tester le réflexe bicipital, C5, C6, le réflexe brachioradial, C6, C7, le réflexe tricipital, C7. Il en existe d'autres, mais ceux-ci sont les plus importants et ceux qui sont physiologiquement les plus exprimés chez la plupart des gens. Si on continue, le dernier élément qui est vraiment primordial, notamment pour aller exclure la présence d'un drapeau rouge éventuellement, c'est l'évaluation de la force. On va évaluer la force selon les muscles clés des différents dermatomes, des racines, des différents myotomes, des racines cervicales, donc C5, C6, C7, C8, T1. Et ce qui est important, c'est d'essayer de mettre en évidence un déficit inférieur ou égal à 3/5 sur la MRC, d'autant plus s'il est progressif, et si la vitesse de progressivité est importante. Parce que c'est un critère qui nécessite un renvoi vers un chirurgien et un avis chirurgical, en tout cas, si ça n'a pas été fait avant que votre patient se présente chez vous. Et chez notre patient, ici, chez Pierre, pas de déficit de force observé. Donc si on résume un peu, on avait une suspicion de douleur radiculaire, elle n'est pas tout à fait exclue, on avait une suspicion de radiculopathie, c'est-à-dire une atteinte de la fonction neurologique. Cette fois-ci, elle est exclue, pas de perte de force, pas de perte de sensibilité, pas des réflexes. Mais il va falloir quand même aller un peu plus loin pour être sûr qu'il n'y a pas une radiculalgie, c'est-à-dire une irritation du tissu nerveux sans perte de fonction neurologique. Alors, c'est maintenant que je vous pose la question, c'est quels tests suggérant la présence d'une radiculalgie programmez-vous de faire pour ce patient ? Allez, alors on va regarder un peu les réponses que vous nous avez proposées. ULNT, Sperling Test, mécanosensibilité, DN4, palpation, traction, palpation nerveuse, compression, neurodynamique, inclinaison, modification, on a pas mal de choses. On a le sourling aussi au passage. C'est un test inconnu, ça, mais attention. Ok, allez, on va aller voir un peu ce que nous propose la littérature. Donc, dans cet article de l'AMC, on a fait une synthèse de certains des tests, il en existe d'autres. On a essayé d'en amener quelques-uns qui, ensemble, ont un intérêt. Chacun des tests, il pris 2 éléments, mais pas suffisant. Donc, on a pris une batterie de tests qu'il faudra combiner. Et un des premiers tests, c'est le test de Sperling, comme vous l'avez dit, test de traction-distraction. On vous propose aussi l'arm squeeze test et enfin la combinaison des différents tests de mécanosensibilité, donc les upper limb neural tests. Et on va un peu voir les réponses qu'on a chez notre patient. Donc le Sperling test, pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est un test de mobilisation en 3 dimensions. Il y a des variations dans la littérature comment le réaliser. Mais on parle d'une extension, latéroflexion homolatérale à la douleur, rotation homolatérale à la douleur et éventuellement un ajout de la compression si avant ça il n'y a pas de déclenchement des symptômes du patient. Chez notre patient, chez Pierre ici, il est négatif. Donc il a un dérangement cervical homolatéral léger, mais il ne reproduit pas sa douleur ni sa douleur à distance.
Si on regarde les autres tests, le test de réduction ou test de traction, distraction de test, il est aussi négatif. Il n'y a pas de douleur provoquée ni réduite chez notre patient. Et enfin, le arm squeeze test, qui est un test qui sert à différencier une atteinte, une douleur d'origine radiculaire versus une douleur d'origine plutôt d'épaule, est négatif. Dans ce test, on demande, le kinésithérapeute va venir appliquer une compression au niveau du bras dans l'espoir d'aller déclencher la mécanosensibilité par la palpation des principaux troncs du membre supérieur qui sont issus des racines du plexus, des racines cervicales, donc d'aller comprimer le nerf ulnaire, le nerf médian ou le nerf radial, et de déclencher la douleur du patient, de déclencher une douleur bien plus importante que celle qui serait déclenchée par une compression à 6 kg de force au niveau de l'acromion, de la sous-acromiale. Et donc la comparaison des deux, de la douleur et de le niveau de douleur entre les deux, doit être supérieur à 3. Si on a une douleur qui est supérieure à 3 entre le côté compression des tissus des tissus nerveux versus le côté sous-acromial, alors on peut suspecter une douleur radiculaire. Ici, il est négatif chez notre patient. Enfin, on vous propose aussi de faire différents tests neurodynamiques. Il y en a plusieurs. Si on devait en choisir qu'un seul, il semblerait dans les études que le ULNT3 soit le plus intéressant pour les radiculalgies. C'est un peu surprenant, mais les dernières données ont tendance à montrer des likelihood ratios qui sont beaucoup plus hauts pour le ULNT3. Si on se concentre sur notre patient ici, ils sont négatifs. Donc, si on prend un peu un résumé de ce qu'on vient de faire, on avait une suspicion de douleur radiculaire, potentiellement radiculopathie. On a fait pas mal de tests qui sont là et qui vont l'exclure. On a plutôt une exclusion de cette douleur radiculaire versus radiculopathie. Ok, on sait ça, mais on n'est pas tellement avancé dans notre raisonnement. On veut savoir la cause des symptômes de notre patient, on doit aller un peu plus loin. Donc on peut aller maintenant vers d'autres questions, c'est-à-dire se poser des questions sur quelles pourraient être les causes des douleurs de notre patient, et notamment se poser la question sur qu'est-ce qui nous amènerait, quels sont les indicateurs anamnéstiques qui orientent vers un examen approfondi des structures pouvant limiter la mobilité passive, donc des structures comme de la facette, du disque ou encore du tissu musculaire. Allez, on va aller voir un peu vos réponses alors. Alors, on voit qu'il y a pas mal de personnes qui ont voté pour, dans les éléments les plus principaux, c'est ce qui diminue la douleur, c'est le soutien à la tête, ce qui diminue la douleur, c'est l'automobilisation en rotation, les douleurs cervicales, ce qui diminue aussi, ce qui augmente les douleurs, pardon, c'est les longues sorties à vélo, ça semble être les éléments les plus pertinents pour vous. Le côté irradiant de la douleur vient un peu après avec les nids de poule. Ok. Alors si on continue un peu notre parallèle qu'on a fait jusque-là avec l'étude de DeWitt, où on a l'avis de différents experts, bah effectivement, et qu'on regarde un des premiers éléments, c'est la topographie des plaintes, on a un patient avec des douleurs cervicales bilatérales qui peuvent irradier d'un côté vers une épaule. Et donc la localisation de la région cervicale peut corréler avec des douleurs articulaires versus discales. Et la douleur unilatérale aussi peut corréler avec une douleur articulaire. Si on regarde le côté dysfonction myofaciale, on a aussi des douleurs localisées dans la région de plusieurs muscles qui peuvent donner des douleurs soit au niveau cervical, soit au niveau de l'épaule. Donc tout ça, ça pourrait corréler. On est embêté parce que, anamnéstiquement parlant, ce n'est pas suffisant la localisation pour faire la différence entre les deux, en tout cas juste d'un point de vue de la topographie. Et ceci est appuyé par différentes études où on a vu que les patients avec des irritations de différents disques ou des différentes facettes pouvaient avoir des douleurs projetées, soit au niveau de la nuque, soit au niveau des cervicales. On voit dans l'image en haut à droite des projections de douleurs discales qui peuvent aller jusqu'au niveau de l'épaule, et on voit en bas à droite des projections de douleurs articulaires au niveau cervical. Donc on a des patients qui, avec une irritation cervicale, d'une articulaire cervicale, peuvent avoir des douleurs qui se projettent jusque dans l'épaule, même au niveau thoracique moyen.
Si on regarde le côté myofascial, on voit effectivement dans la littérature des projections de douleur à distance des muscles, des différents muscles. Et au niveau cervical, si on regarde notamment le lévateur scapulaire, on a des patients qui vont avoir des douleurs jusqu'à l'angle inférieur de la scapula ou à la face postérieure de la tête humérale. Et on a aussi des douleurs projetées avec un trapèze supérieur qui vont jusque dans des régions qui collent avec la présentation clinique de notre patient. D'autres éléments anamnéstiques qu'on peut un peu mettre en avant, c'est le comportement des plaintes. On a un patient qui a des douleurs qui sont diminuées via des automobilisations en rotation, et si on reprend notre étude de DeWitt, c'est un élément anamnestique qui peut un peu coller avec des problématiques articulaires ou discales, et le soutien de la tête est aussi un élément qui peut coller avec ces structures-là. Si on regarde ce qui augmente, on voit les sorties longues à vélo, c'est-à-dire des positions statiques prolongées. Ça peut aussi corréler avec des dysfonctions myofasciales chez un patient. Ou encore des douleurs en fin de journée, où ça nécessite un certain temps, un long temps de travail. Ça peut aussi coller avec une dysfonction myofasciale. Donc on est embêté, on ne peut pas trancher parfaitement. Ça nous a un peu aiguillé vers différentes possibilités, mais il va falloir un peu trancher. Donc maintenant, on peut se poser la question de qu'est-ce que je peux faire comme examen physique qui pourrait me permettre d'aller évaluer la quantité de mouvement chez ce patient. Et en même temps, identifier la structure responsable de la douleur du patient. Allez, on va aller voir un peu vos réponses et merci beaucoup pour toutes ces participations. On voit une bonne centaine de 110 personnes qui à chaque fois participent, c'est super. Alors on voit l'étoile de Meigne, on voit des amplitudes articulaires, mobilité passive, des mouvements répétés, des PA, des amplitudes actives, du testing musculaire, des tests de flexion-rotation. Donc il y a vraiment beaucoup de tests. Évidemment, on ne va pas pouvoir couvrir tous les tests et on a fait une sélection, ce qui nous semblait le plus pertinent. Après, il y en a d'autres qui sont pertinents, mais on va suivre un cadre, hein, toujours ici. Donc ici, nous, effectivement, on va vous proposer, dans ce cadre, on suit toujours notre diagramme et on va aller évaluer la quantité de mouvements. On va tester des mouvements globaux actifs et des mouvements globaux passifs. Puis on va aller après vers des PVUMs, donc des mouvements passifs accessoires intervertébraux, qui sont à la fois des tests de provocation et à la fois un test d'évaluation de la mobilité. Et on va aller enfin vers un examen myofacial de la palpation pour essayer d'aller voir s'il y a le muscle qui vient contribuer à la problématique de notre patient. Si on regarde notre patient et qu'on regarde un peu ce qui lui pose problème lors des mouvements actifs globaux, il a des douleurs en rotation droite à droite. Lorsque l'on lui demande en position douloureuse de faire une rotation contre résistance contralatérale, donc faire une rotation gauche sans se déplacer de la zone douloureuse, ça a tendance à réduire ses symptômes à droite. D'accord ? Donc la contraction des muscles antagonistes au mouvement ou à la position qui est douloureuse, ça réduit ses symptômes lors du mouvement de rotation à droite. S'il fait une rotation à gauche, ça déclenche aussi ses symptômes à droite. Et ces douleurs sont plutôt allégées lorsqu'on soulève le bras. Donc on va faire une élévation du moignon. Et ce raisonnement est aussi retrouvé lorsqu'il fait une latéroflexion gauche et aussi lorsqu'il fait une flexion. Donc en flexion, latéroflexion gauche et en rotation gauche, la douleur est déclenchée et soulagée par une élévation de la scapula passive. Tout ça, ça a tendance à vouloir nous orienter plutôt vers une dysfonction myofaciale. Mais ça aurait pu aussi être quelque chose de nerveux. Mais étant donné qu'on a vu que avant que la douleur radiculaire n'était pas présente et qu'on a mis pas mal de tests pour essayer d'évaluer une douleur radiculaire chez notre patient, ça réduit la possibilité que ce soit du tissu nerveux qui soit en cause chez notre patient. Et donc notre patient n'est pas tellement limité en mouvement, il a une toute petite réduction d'amplitude, mais surtout il a la douleur et elle peut être changée par des mobilisations ou de l'activation musculaire contralatérale. Alors si on regarde les mouvements passifs globaux chez notre patient, on va lui faire une flexion passive et ça déclenche la douleur à droite, l'extension est normale. La rotation droite qui était douloureuse tout à l'heure activement, elle n'est plus passivement, et la rotation gauche, elle, est douloureuse passivement.
On a enfin les latéroflexions qui, à droite, est normale, mais à gauche, produit des douleurs. Donc ici, si on fait un peu un résumé de ce qui lui pose problème à notre patient ici, il n'y a plus cette composante il y a une différence par rapport au mouvement actif, et c'est plus que des douleurs via la mise en tension d'une structure qui est problématique, que ce soit la flexion, que ce soit la rotation gauche, que ce soit la latéroflexion gauche, mais plus tellement dans les mouvements homolatéraux. Et donc tout ça, ça nous amène encore des éléments qui pointent plutôt vers un élément musculaire. Enfin, une dernière chose, c'est qu'on a fait les mouvements en 2 dimensions. On a demandé à notre patient de tenir lâché. On fait un mouvement passif en extension et en latéroflexion droite. Et ça ne produit pas de douleur, ce qui a tendance plutôt à réduire la possibilité d'une implication articulaire, puisque c'est des mouvements qui, combinés, mettent de la contrainte mécanique à ce niveau-là. Donc tout ça, ça nous amène plutôt vers un élément de dysfonction myofasciale. Si on regarde maintenant les mouvements passifs accessoires intervertébraux, on les a fait au niveau central et on les a fait au niveau unilatéral. Et notre patient rapporte une sensibilité unilatérale en C4, C5 et en C5, C6 lors de mouvements de grade 3 avec une certaine force appliquée puisqu'on doit aller dans la résistance de ce genre de mouvement-là. Mais ça ne reproduit pas ces douleurs, donc ces tests sont considérés comme négatifs. Enfin, à la palpation, lorsqu'on va faire la palpation, notamment, on va faire palpation de différents muscles, mais à la palpation musculaire de l'angulaire de l'omoplate, on déclenche une douleur familière chez notre patient qui est localisée et qui est importante. Voilà. Alors, on a identifié que potentiellement chez notre patient, il y a du tissu musculaire qui est problématique, mais on se rend bien compte que chez ces patients qui ont une douleur récurrente, il y a peut-être une cause de la cause, c'est-à-dire que si cette activité musculaire est importante, il y a peut-être des raisons autres pour lesquelles cette activation musculaire est importante et qu'elle reste longtemps haute. Donc on va peut-être s'intéresser aux éléments importants qui pourraient être importants chez notre patient, c'est des éléments anamnéstiques qui nous orienteraient vers un examen approfondi du contrôle sensorimoteur chez notre patient. Et du coup, je vous laisse répondre à ça. Et j'ai le plaisir de laisser M. Coleman prendre la suite. On va commencer par le deuxième micro. Ok, on va regarder maintenant ce que ça donne. Et donc effectivement, vous avez relevé les nids de poule comme un élément fort pour vous orienter vers un examen du système sensorimoteur. Aussi les éléments de soulagement ou d'aggravation, c'est effectivement des éléments de fonction qui sont intéressants. On va aller voir un petit peu ce que nous dit la littérature par rapport à ça, toujours avec cette Delphi Study. Et donc, il y avait aussi l'histoire des plaintes, une histoire chronique et surtout récurrente, a plus de chances, effectivement, chronique a plus de chances de modifier le comportement moteur, et récurrente est aussi un indicateur qui est intéressant et donc qui avait été relevé par les experts là, à plus de 80% d'agrément. Le comportement des plaintes, vous l'avez relevé aussi. Les petites rotations, donc le fait qu'il arrive à soulager par des petits mouvements, c'est quelque chose qui peut nous orienter vers le fait qu'il y a peut-être une perturbation de ce système sensorimoteur, et alors les longues sorties à vélo ou les fins de journée, ça a été relevé par la Delphi Study aussi. Par contre, les secousses mal anticipées, je suis plutôt d'accord avec vous d'un point de vue intuitif, mais celles-là n'ont pas été relevées par les experts et qu'elles n'ont pas été non plus proposées par les experts, mais cet effet de mouvement rapide, douloureux, n'a pas été relevé dans la Delphi Study. Alors maintenant qu'on a plus ou moins quand même un accord sur le fait qu'il y a potentiellement un intérêt à aller évaluer le système sensorimoteur, on vous sollicite encore une dernière fois pour savoir qu'est-ce qu'on ferait comme test chez ce patient.
On va continuer, on va dévoiler vos propositions. Si j'arrive. Et donc, oui, on a des choses intéressantes. On a effectivement de l'endurance, le test de repositionnement qui vient de plusieurs manières différentes. Il y en a encore qui sont dans le Sperling, mais globalement, on a des choses qui sont relativement intéressantes, des tests soit d'endurance, soit de proprioception. Donc, effectivement, ça répondait bien à la question du système sensorimoteur. On va voir ça un petit peu plus en profondeur maintenant. Donc, ce système sensorimoteur, effectivement, il fait référence à une appréciation de la qualité du mouvement, à l'inverse de la première partie qui était plutôt la quantité de mouvement. Et donc, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le système sensorimoteur, c'est le cycle là, qui est sur la droite de la slide et qui montre effectivement dans la partie droite les éléments efférents et les éléments moteurs, la façon dont le système nerveux central va ajuster ces éléments moteurs pour pouvoir atteindre l'objectif qui est visé. Et pour la partie gauche de ce système, montre tous les éléments sensoriels en fait, qui vont permettre au système nerveux central d'ajuster la réponse motrice. Et on n'a pas trop de mal à comprendre que les deux parties du système sont interdépendants et que si on n'a pas une bonne proprioception, par exemple, si on ne sait pas très bien où on se situe dans l'espace, ça va être plus compliqué d'ajuster la commande motrice pour arriver à atteindre l'objectif. Et donc effectivement, l'examen de l'altération de la qualité du mouvement doit idéalement aller examiner en partie le contrôle moteur ou l'examen de la proprioception. Et donc si on revient à nouveau à notre patient, cet examen sensorimoteur, on a vu, vous avez proposé pas mal de choses différentes. Il n'y a pas de proposition, il n'y a pas de structure claire de tous les tests qu'on doit faire chez un patient quand on veut examiner cette sphère sensorimotrice. Donc en général, ce qu'on propose, c'est de faire des choses qui sont plutôt en rapport avec les éléments anamnéstiques, en rapport avec les contraintes, donc autrement dit en rapport avec le comportement aggravant plus que soulageant. Et vous voyez ici que dans la partie de gauche, on a relevé que les éléments aggravants. Qu'est-ce qui se passe au niveau de son système sensorimoteur quand le patient pratique ces activités-là? Et donc finalement, c'est un peu à nous d'aller sélectionner dans une liste de tests qui est, vous allez voir, qui est loin d'être complète et validée, des éléments qui pourraient nous permettre d'en savoir un peu plus sur sa façon d'utiliser sa musculature. Et donc on a ressorti quelques tests, donc c'est une proposition ici. J'ai vu que certains de ceux-là se retrouvaient dans les propositions que vous avez vous-même proposées. Et donc on pourrait les voir par rapport à ces difficultés en longue sortie à vélo, en fin de journée, comment est-ce qu'il arrive à avoir, quelle est l'endurance de ses extenseurs cervicaux. On pourrait se demander aussi, quand il est avec les mains sur son guidon, comment est-ce qu'il arrive à réaliser une extension cervico-thoracique, une extension basse pour arriver à garder le regard assez haut pendant qu'il roule. On pourrait se demander également comment il ajuste sa tête dans l'espace, dans le plan sagittal, avec une évaluation de son extension et de sa flexion crânio-cervicale. Et enfin, par rapport aux secousses mal anticipées, on pourrait se demander comment est-ce qu'il est au courant de la position de sa tête et de sa nuque dans l'espace, donc par un test de repositionnement, comment est-ce qu'il est capable de percevoir que sa tête a bougé. Sinon, s'il le sent bien, que sa tête bouge au moment où elle bouge, on pourrait se demander si alors c'est pas un problème de temps d'activation de ses extenseurs au moment où il prend le choc, si sa musculature ne se met pas à temps en action pour pouvoir limiter le mouvement. Et donc là, on pourrait se demander un petit peu si ce onset, cette activation d'extenseur est bien au point. Donc on va se balader un peu dans ces différents tests de contrôle sensorimoteur. Donc en premier, ici, on a repris l'extension cervico-thoracique par rapport à son endurance et donc par rapport à son activité à vélo. C'est un test qui est décrit, donc il n'est pas validé, il est décrit dans un livre de référence. Donc c'est un test qui se fait en position quadrupédique, qui consiste à maintenir la région crânio-cervicale en position neutre ou en flexion, et à demander au patient de réaliser une extension cervico-thoracique, donc basse autrement dit, sans mobiliser la région crânio-cervicale. On s'attend à ce que le patient soit capable de le réaliser dans une mesure de 20 degrés d'extension. Alors évidemment, au préalable, il faudra s'assurer que passivement, il a la possibilité de le faire. Et si on demande à notre patient de faire ce test, on se rend compte qu'il a, à quatre pattes, il a une difficulté de dissocier la région crânio-cervicale de la région cervico-thoracique et qu'il a du mal à arriver à maintenir cette position crânio-cervicale stable pendant qu'il essaye de faire un effort en bas. Donc on pourrait, de nouveau ce test est décrit, donc il ne possède pas de critères seuil qui nous permettraient de dire positif ou négatif. Au vu des critères par contre qui sont proposés pour dire que c'est bon ou que c'est pas bon, on pourrait dire qu'il manque de contrôle et que ce test correspond à un test positif pour lui, autrement dit avec un déficit. Si on continue à se balader dans ses compétences musculaires, on pourrait lui proposer de réaliser un test d'extension crânio-cervicale qui est également un test qui est uniquement décrit, sans critères de jugement clairs. Les seuls qui sont proposés sont, comme vous les voyez ici à gauche, sont subjectifs, et donc ça consiste à faire exactement l'inverse du test précédent. Autrement dit, on va garder une région cervico-thoracique qui sera fixe, et on va demander au patient de réaliser une extension crânio-cervicale et un retour en position neutre de flexion-extension.
On va apprécier s'il est capable de le faire, à localiser le mouvement au bon endroit, s'il est capable de le faire sans saccade, sans tremblement et sans irrégularité importante dans l'amplitude. Autrement dit, qu'il est capable de percevoir le mouvement et de s'arrêter à chaque fois au même moment. Si on demande à notre patient de faire ce geste-là, on se rend compte à 4 pattes ici qu'il est difficile de localiser. S'il est difficile de localiser le mouvement, il y a pas mal de saccades, c'est assez spasmodique. Et donc on pourrait imaginer... Et on pourrait imaginer donc qu'on pourrait considérer ce test comme positif si on se réfère à nouveau uniquement aux critères subjectifs qui sont proposés dans la littérature. Enfin, il y a ce test de flexion crânio-cervicale, que je ne pense pas que je vais vous faire la joie de le redécrire en entier ici, je pense que tout le monde le connaît, c'est le seul finalement test ici qui est validé. Donc on a des critères de performance qui sont connus, des critères d'échec qui sont connus également, et par contre il n'existe pas de seuil clair pour dire que le test est raté ou réussi, on a juste une proportion de patients cervicalgiques qui ont vraiment très difficile de passer ce seuil de 26 mm de mercure. Chez notre patient, c'était le cas, il arrivait à réaliser le test jusqu'à 26 mm de mercure, donc on pourrait considérer que sa performance à ce test est négative, autrement dit, il a un bon contrôle de sa flexion cervicale et de ses fléchisseurs profonds. Et enfin, on pourrait évaluer l'endurance de ses extenseurs cervicaux, vous l'avez proposé également, parce que par rapport à sa difficulté à garder sa tête sur son vélo pendant un certain temps, à nouveau, ce test est décrit par plusieurs auteurs et utilisé par plusieurs auteurs de la littérature. Malheureusement, il n'y a pas de critères discriminants, de jugements qui sont clairs. Et donc, on a uniquement ici des propositions pour juger ça, qui est soit un temps normalement court, soit une incapacité à maintenir la tête de manière fixe, suffisamment fixe en tout cas, c'est relativement subjectif également. Et donc, chez notre patient, ce temps de maintien a été jugé relativement bon. On a quand même mis une charge additionnelle ici de 2 kg. Il passe plus de 100 secondes sans problème, et avec un maintien qui est relativement immobile. La seule chose qui a été révélée intéressante, mais qui n'est pas pour le moment un critère diagnostique à ce test pour le rendre positif, c'est qu'il avait une douleur pendant la réalisation du test. Et donc on a choisi de décider que ce test correspondait à un test qui était plutôt négatif dans sa capacité d'endurance en tous les cas. Et mon slide ne bouge plus, pardon. Et enfin, si on veut apprécier sa difficulté dans les nids de poule par rapport au temps d'activation de ces extenseurs cervicaux, en fait, il n'y a pas de test pour ça. Donc, ça veut dire que la science nous dit, les expérimentations nous montrent qu'on a des temps de latence qui sont potentiellement plus longs dans l'activation musculaire chez les sujets cervicalgiques, que ce soit les fléchisseurs ou les extenseurs. Ça a été montré à différentes reprises, mais ça n'a jamais été traduit en termes de tests cliniques. Et donc ici, il y a un peu de place pour l'imagination, pour vous comme pour nous. Et donc, ici, par rapport à sa difficulté sur le vélo, en appui sur ses mains, on s'est dit que ce serait peut-être intéressant d'aller chercher un test qui reproduit des circonstances analogues en fait, à la situation dans laquelle il provoque sa douleur. Et donc on l'a placé à genoux. On lui a demandé de réaliser une chute sur ses mains et de maintenir sa tête dans l'axe au moment où il se réceptionne sur les mains. Et donc ici, en fait, il pourrait témoigner d'un mauvais contrôle, c'est-à-dire qu'il ne peut pas empêcher que sa tête descende alors que ses mains se réceptionnent sur la table. Et donc à nouveau, puisqu'on vient de l'inventer pour ce patient-là, il n'y a pas de critère de détermination de si c'est bon ou c'est pas bon. Par rapport à notre appréciation subjective, il nous semble que ça pourrait être mieux que ça. Et enfin, on termine par un test qui est validé, qui est l'évaluation, vous l'avez proposé également, l'évaluation de la proprioception cervicale, qui est aussi bien connue, qui consiste à se mettre à une distance de 90 cm entre le laser et la cible, de demander au patient de fermer les yeux en position neutre, de faire un mouvement de rotation, d'extension, de flexion, garder les yeux fermés, revenir au centre, et puis on note l'éventuel décalage qu'il y a entre la position du laser au départ et la position du laser à la fin, au retour. Ça a été étudié à de nombreuses reprises chez des sujets cervicalgiques, chez des sujets qui avaient subi un coup du lapin, et donc on connaît le seuil de décalage qui est toléré pour dire que c'est une bonne ou une mauvaise performance, et on sait que c'est au-dessus de 4,5 degrés de décalage que la performance ne devient pas bonne. Chez notre patient, la réalisation du test était effectivement positive, donc on avait ce qui peut correspondre à une mauvaise performance de proprioception pour un mouvement en flexion-extension, ce qui nous passerait plus pertinent de le faire, puisque c'est un problème à vélo essentiellement dans les nids de poule, plutôt que le fait de le faire en rotation, ce qui est régulièrement proposé. Et donc là, on arrive à la fin en fait, de tous les tests qu'on voulait faire. On a fait des tests pour évaluer les fonctions du tissu nerveux, la sensibilité du tissu nerveux, les différentes structures cervicales, la façon dont ça fonctionne aussi bien au niveau des afférences et des efférences. Et donc, il nous semblait qu'il était temps de prendre ce patient en charge. Et donc, la première chose qu'on a proposée chez ce patient, c'est
la première chose qu'on voulait faire, c'était essayer de voir si on ne pouvait pas le soulager et éventuellement d'améliorer sa mobilité. Et une des choses qui ressortait clairement de l'examen de la quantité de mouvement, c'était cette sensibilité importante de son lévateur scapulaire à la palpation. Et donc, il y a différentes manières d'aller soulager une tension musculaire, une sensibilité musculaire, des trigger points, du draining, du massage. Il y a plein de façons de faire ça. Vous en connaissez certainement beaucoup, même plus que celles qui sont proposées ici. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant parce que ça va permettre sans doute de confirmer en fait l'hypothèse, parce que jusque-là, on a que des hypothèses, mais de confirmer l'hypothèse que tiens, avec ça, en fait, tes mouvements actifs vont mieux, tes mouvements passifs vont mieux, va rouler. Peut-être qu'il sera soulagé un jour, 2 jours, à court, à moyen terme, on ne sait pas très bien. On s'est dit, au vu des déficits de sa qualité de mouvement qui était présent aussi, qui nous paraissait pertinent par rapport aux activités qui posent problème, on s'est dit aussi que des exercices actifs combinés à cette prise en charge passive pourraient être intéressants, des exercices actifs qui sont orientés uniquement vers les tests qui sont déficitaires. Ça veut dire, rappelez-vous, la flexion crâne-cervicale n'a pas montré de déficit, l'endurance d'extension n'a pas non plus montré de déficit, et donc on s'est dit qu'on allait seulement prendre en charge ou proposer des exercices pour les tests sensorimoteurs qui étaient bel et bien déficitaires. Et donc à nouveau, cette prise en charge, elle est un peu laissée à l'appréciation du thérapeute en fait. Vous avez plusieurs façons de prendre ces éléments-là en charge. On va vous proposer une prise en charge pour ces éléments-là, mais je suis certain que parmi vous, d'autres auraient eu d'autres idées, et certainement de très bonnes idées. La littérature recommande une prise en charge active avec des exercices qui sont individualisés et progressifs. Et donc vous le voyez sur ce schéma-là, en fait, on sait d'où on part. On part du système déficitaire du patient. Il ne faut pas oublier qu'on doit atteindre ses objectifs, c'est-à-dire ces longues sorties à vélo et passer des nids de poule ou des bosses sans se faire mal au cou. Et puis, en fonction d'où on part, d'où on veut arriver et des préférences du patient et éventuellement du thérapeute, en fait, ça peut suivre des chemins légèrement différents. Voici le chemin qu'on a proposé pour ce patient. Et donc, un des problèmes, c'était son extension crânio-cervicale. Une chose très facile à faire, puisque le test se faisait contre la gravité, c'est de réduire la difficulté qui est inhérente à la gravité. Et donc souvent, le test devient l'exercice. C'est un petit peu rapide comme raccourci. Il faut un petit peu modifier l'exercice si on veut que le patient puisse en apprendre quelque chose, d'accord ? Et donc, réduire la gravité, c'est simplement se mettre sur un plan incliné et récupérer de la qualité avec plus de facilité. Une fois qu'on a récupéré de la qualité, on doit en fait progresser pour retrouver, n'oubliez pas l'objectif, des situations analogues en fait à sa position à vélo. Ça veut dire en chaîne fermée au niveau des membres supérieurs, éventuellement avec une main derrière l'occiput si c'est lui qui le fait en auto-exercice pour augmenter la résistance. On avait aussi à prendre en charge a priori l'extension cervicothoracique, et donc vous voyez à nouveau, même concept que pour l'extension crâne-cervicale, plan incliné, on vient récupérer de la qualité en donnant de la facilité. Une fois qu'on a récupéré de la qualité, alors on peut réaugmenter la difficulté sans jamais perdre en qualité, sinon c'est quelque chose qui a priori ne fait pas avancer le patient. Et enfin, ça c'était un élément qui nous paraissait intéressant, c'était le fait de pouvoir entraîner l'extension alternée crânio-cervicale et cervicothoracique, puisque le patient avait manifestement au départ des difficultés à dissocier la région crânio-cervicale et cervicothoracique, à les faire bouger séparément. Et donc on pourrait proposer à notre patient de faire dans un plan simplifié d'abord avec une gravité qui est moindre, un mouvement de translation antérieure où on a une alternance de flexion-extension crânio-cervicale et cervicothoracique. Et puis on avait aussi, pour terminer, ces problèmes de nid de poule, de marche là, à vélo, et donc on pourrait commencer par un exercice où il est couché sur le dos, il profite du feedback parce que vous n'oubliez pas, il a un problème de proprioception, il profite du feedback du contact de l'arrière de son crâne sur la table, et il vient pousser avec un élastique derrière sa nuque, sans laisser sa nuque se faire emporter par la tension de l'élastique. À partir du moment où il commence à avoir de meilleures sensations, on pourrait retrouver à nouveau un exercice assez analogue au test qu'on lui a fait faire, c'est-à-dire une chute sur les 2 mains à bras tendus, mais cette fois-ci avec une position où la gravité a moins d'impact sur le poids de sa tête. Et enfin, puisqu'il avait également des déficits de proprioception cervicale, alors à nouveau le test devient l'exercice. Cette fois-ci, à chaque fin de mouvement, il réouvre les yeux, il regarde où est son laser. S'il n'est pas au centre, il le corrige avec son regard. Et on sait que l'entraînement de cette manière-là, il y a une certaine forme de superposition des afférences visuelles et des afférences proprioceptives qui va permettre une amélioration de la performance proprioceptive à la fin. Une autre façon intéressante, qui nous paraissait intéressante de partager avec vous, c'est Beinert qui a montré aussi que l'entraînement de l'équilibre postural global, donc sur un pied ici comme vous le voyez, là, les pieds sont positionnés en funambule comme ça, au contact l'un de l'autre, l'un derrière l'autre.
l'entraînement de cet exercice-là va nous permettre également d'améliorer de manière très intéressante sur les cervicalgiques la proprioception cervicale ainsi que la douleur. Et donc on a terminé cette prise en charge de notre patient. On va juste vous rappeler en 30 secondes ici le chemin par lequel on est passé. Donc on a, après avoir exclu les red flags et les conditions de cervicalgie spécifiques, on s'est intéressé à voir s'il n'y avait pas un problème du tissu nerveux, soit de radiculalgie, soit de radiculopathie. Et puis dans ce cas-ci, c'était non. Et donc il faut alors développer un examen clinique standard avec une amélioration de la qualité, une évaluation de la quantité du mouvement. Et puis de la qualité du mouvement, c'était indiqué chez nous ici. Et donc ça, c'est l'ensemble de cette vue sur les déficits potentiels de votre patient qui, nous pensons, vous permettra de mieux appréhender tous les déficits qu'il a et de proposer une prise en charge qui sera plus individualisée. Et cette approche individualisée, centrée sur le patient, il nous semble que c'est quelque chose qui est vraiment important pour pouvoir optimiser les résultats. Et ça, c'est tout à fait encouragé dans les dernières études, les dernières revues systématiques, c'est d'individualiser la prise en charge par les exercices et par l'ensemble des éléments qu'on peut apporter aux patients. Alors ici, donc, c'était juste nous une proposition, mais qui nous paraissait tout à fait concordante entre l'anamnèse, l'examen clinique et la prise en charge d'un patient. J'imagine que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y en avait d'autres, mais qu'elles sont tout à fait aussi intéressantes que la nôtre. Merci pour votre attention. On peut les applaudir bien fort.